Le 25 juillet 2000, à 16h43, à l'aéroport Charles de Gaulle, et plus particulièrement sur la piste 26R, le Concorde se prépare pour un vol Paris-New York. À son bord, 113 personnes, prêtes pour une traversée de l'Atlantique en un temps supersonique. Toutes les conditions semblent réunies pour un vol sans encombre, pourtant, quelques instants après le décollage, un drame se produit. Air France 45-90, vous avez des flammes derrière. Dira un contrôleur aérien. L'avion prend feu et quelques minutes plus tard, il s'écrase à Gonesse, 7 km plus loin, marquant l'un des événements les plus tragiques de l'histoire de l'aviation. Que s'est-il passé ce jour-là? Une simple défaillance technique ou le Concorde était-il condamné à l'échec? C'est ce que nous allons essayer de comprendre. Ça, c'est le Concorde, une révolution en matière de transport. Ça ressemble peut-être à une fusée, mais c'est en réalité un avion supersonique des années 70, pouvant se déplacer à 2 fois la vitesse du son, le rendant ainsi capable de relier Paris-New York en seulement 3h30 alors qu'un vol standard en prend 8. Véritable exploit d'ingénierie, le Concorde était l'un des projets français les plus ambitieux de l'aviation au XXe siècle. Mais avant d'en arriver là, il faut remonter un peu en arrière, parce que le Concorde, ce n'est pas seulement un avion qui est apparu comme ça du jour au lendemain, non, il s'inscrit dans une époque et dans un contexte bien particulier, celui d'une aviation en plein essor et d'une course effrénée pour aller toujours plus vite et toujours plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 50 et 60, l'aviation connaît un véritable boom. Voyager en avion devient de plus en plus sûr et beaucoup plus abordable qu'avant. Résultat, de plus en plus de personnes montent à bord pour découvrir le monde. Le souci, eh bien ça prend beaucoup de temps. Un vol Paris-New York, il faut compter à peu près 7 à 8 heures. Et pour aller de Londres à Sydney, on parle plus de 24 heures avec de nombreuses escales. En plus de ça, à cette époque, le secteur est dominé par une superpuissance, les États-Unis avec leur avion de ligne comme le Boeing 707. L'Union soviétique, elle, se lance dans l'aventure du supersonique avec des projets comme le Tupolev Tu-144. Un projet né en réaction d'un programme ultra ambitieux, le fameux Concorde, un avion supersonique révolutionnaire censé replacer l'Europe dans cette course aéronautique. Un jet commercial qui bouleverserait le transport aérien en connectant les villes du monde entier en un temps record. D'ailleurs, en parlant de record, en août 1995, le Concorde a réalisé un exploit incroyable en faisant un tour du monde en seulement 22 heures et 46 minutes de vol, dont 18 heures et 46 minutes en vol supersonique. Avec une distance totale de 40 630 km parcourus, il détient toujours le record du tour du monde le plus rapide en avion de ligne. Né d'une collaboration franco-britannique, le but du Concorde n'était pas de rivaliser directement avec les avions de ligne de Boeing. Il visait plutôt offrir une alternative unique, mêlant confort et vitesse. La promesse, un avion supersonique capable de relier les grandes métropoles en une fraction du temps habituel. À ça, on rajoute un luxe sans précédent où les passagers bénéficient de repas gastronomiques comme du homard ou caviar, du champagne à volonté et d'un service d'excellence. Mais pour comprendre pourquoi cet avion était si révolutionnaire, il faut d'abord se pencher sur son fonctionnement. Niveau taille, il était assez compact pour un avion de ligne avec ses 62 mètres de long et son envergure de 25,6 mètres. Côté passager, il pouvait transporter entre 100 et 110 individus sur des distances allant jusqu'à 6500 km sans escale. En vol, c'était là où il excellait. Il montait jusqu'à 18 000 mètres à Mach 2, bien au-dessus des avions commerciaux standards qui volaient entre 9 000 et 12 000 mètres. Pourquoi volait-il aussi haut? C'est principalement lié à la physique. À ces hauteurs-là, plus l'avion vole haut, plus l'air est fin, ce qui empêche la traînée de ralentir l'avion et donc lui permet également de consommer moins de carburant. En aviation, il y a 2 types d'avions. Les subsoniques qui vont à des vitesses inférieures à la vitesse du son, donc 1235 km/h, et les supersoniques comme le Concorde qui vont au-delà. Quand un avion atteint cette vitesse, on dit qu'il vole à Mach 1. Et lorsqu'un objet comme un avion atteint cette vitesse, il crée une onde de choc en compressant les molécules d'air, ce qui génère un bang supersonique qu'on entend au passage du mur du son. Comme je l'ai dit, le Concorde est né d'une collaboration entre des entreprises aéronautiques françaises et britanniques, chaque pays se partageant une partie de la construction. Par exemple, pour tout ce qui était structure principale de l'avion, la France s'occupait d'environ 60% de sa fabrication, ça inclut les ailes, le corps et une grande partie du fuselage. Le Royaume-Uni, de son côté, gérait les 40% restants, notamment des parties cruciales comme l'avant de l'avion et d'autres composants importants. Mais ce qui faisait vraiment la différence pour le Concorde, c'était ça, un moteur Rolls-Royce Olympus 593, une vraie révolution pour l'époque. Fruit d'un partenariat entre la société aéronautique française Snecma et Rolls-Royce, c'est ce moteur qui permettait au Concorde d'atteindre des vitesses supersoniques tout en gardant puissance et efficacité.
Et en plus, il était équipé d'une chambre de post-combustion, un mécanisme que l'on retrouvait normalement que sur les avions militaires. Ça lui donnait en quelque sorte un petit boost pour le décollage et pour passer en vitesse supersonique. Maintenant, concernant l'intérieur, c'est à peu près tout ce à quoi l'on peut s'attendre d'un avion de luxe. Siège en cuir Connolly que l'on retrouve dans les Rolls-Royce, cabine élégante et épurée, avec des couleurs sobres, des matériaux de haute qualité et des finitions soignées. Par contre, au niveau de l'espacement des sièges, petit bémol, il offrait seulement 15 à 18 cm de plus que dans une classe économique standard de l'époque, malgré un billet coûtant en moyenne entre 8 000 et 12 000 $. Avec peu de rangement en hauteur, le nombre de bagages en cabine étant limité en raison du fuselage de l'appareil, ce qui obligeait les passagers à voyager plus légers. Une autre particularité du Concorde, ce sont ces écrans que l'on retrouvait à l'avant de la cabine qui affichaient le nombre de Mach, l'altitude, la température extérieure et la vitesse en miles par heure. Encore une autre originalité du Concorde, ce sont ces hublots qui étaient les plus petits de n'importe quel jet commercial. En parlant de hublots, si vous vous posiez la question de la vue à ces hauteurs-là, voilà à quoi ça ressemblait. Oui, vous ne rêvez pas, c'est bien la stratosphère que vous voyez. Du fait de la hauteur du vol du Concorde, c'était cette vue que les passagers pouvaient apprécier. Mais l'élégance ne s'arrêtait pas là, même les tenues des stewards et des hôtesses de l'air étaient confiées à de célèbres créateurs. Ainsi on pouvait les retrouver porter du Dior, Balenciaga, Jean Patou, Christian Lacroix ou encore du Carven. Les repas, conçus par de grands chefs formés dans le centre d'Alain Ducasse, étaient un véritable voyage culinaire. Servis dans de la vaisselle en porcelaine de Limoges et avec des couverts en argent, les plats étaient accompagnés de grands crus et champagnes soigneusement sélectionnés par des sommeliers de renom. On pouvait ainsi retrouver des bouteilles comme du Dom Pérignon ou encore du Krug Grande Cuvée, dont des bouteilles pouvaient aller chacune jusqu'à 300 €. En plus de son intérieur de luxe, ce qui faisait aussi sa particularité, c'était son nez inclinable jusqu'à 17 degrés. Le Concorde avait ainsi 4 configurations. D'abord, lors de l'approche et de l'atterrissage, le nez était abaissé pour offrir une meilleure visibilité vers la piste. Ensuite, pour tout ce qui était décollage et vol subsonique, le nez s'inclinait à 5 degrés. En croisière subsonique, le nez se levait pour réduire la traînée. Et enfin, en vol supersonique, donc au-dessus de Mach 1, le nez était complètement relevé pour minimiser la traînée et maximiser l'efficacité aérodynamique. À ce moment-là, c'est un vrai succès pour le Concorde, une réussite. Tout le monde en parle et surtout tout le monde veut monter à bord, y compris les plus grands dirigeants comme Jacques Chirac, la reine d'Angleterre ou encore Pompidou. Mais toute ascension finit par une descente. Les coûts d'exploitation et d'entretien de l'avion, combinés à la montée en flèche des prix du pétrole dans les années 70 et 80, ont rapidement rendu le supersonique difficilement rentable. Ah oui, parce que le Concorde consommait beaucoup de carburant, environ 25 629 litres par heure en vol supersonique, bien plus que les avions subsoniques comme le Boeing 747 qui pouvaient en consommer jusqu'à environ 12 000 litres par heure. En plus de ça, l'avion faisait énormément de bruit, trop de bruit même. À chaque décollage du Concorde, c'était entre 110 et 120 décibels que le Concorde produisait. Pour avoir un ordre d'idée, c'est comme si des feux d'artifice explosaient juste au-dessus de votre tête. Alors qu'un avion comme le Boeing 747 fait en moyenne au décollage entre 90 à 100 décibels, pour info, c'est comme si une tondeuse à gazon passait juste à côté de vous, c'est fort mais c'est encore supportable. Par conséquent, aux États-Unis, le Concorde avait le droit de passer le mur du son uniquement au-dessus de l'océan Atlantique pour éviter la nuisance sonore liée aux bancs supersoniques. Cela limitait son usage à certaines routes aériennes comme Paris-New York ou Londres-New York, mais excluait ou restreignait d'autres trajets potentiels, réduisant ainsi ses possibilités commerciales. À cela s'ajoutait la capacité limitée du Concorde, avec seulement 100 à 110 places contre les 400 d'un Boeing 747. Par conséquent, les billets étaient beaucoup plus chers pour compenser ces coûts élevés. Un aller simple Paris-New York pouvait coûter entre 8 000 et 12 000 €, soit à peu près 10 fois le tarif d'un vol classique. On en revient donc à l'accident fatidique mentionné au début de la vidéo. Il existe de nombreuses hypothèses sur ce qui a pu se passer pour qu'un tel accident se produise. Aujourd'hui, la version la plus communément acceptée est la suivante. Un avion DC-10 de la Continental Airlines qui a précédé le vol du Concorde a laissé tomber lors de son décollage une lamelle métallique en titane de 43,5 cm de long, 3 cm de hauteur et de 1,4 mm d'épaisseur. Ainsi, lors de son décollage, le pneu avant gauche du train d'atterrissage du Concorde heurte la pièce métallique, éclatant alors sous l'impact. Des petits débris sont alors projetés en grande force sur l'intrados de l'aile gauche, c'est-à-dire la partie située sous l'aile de l'avion, ce qui cause la rupture d'une partie du réservoir 5. Suite à l'impact, un feu important se déclare sous la voilure gauche de l'avion. Les pilotes tentent alors en vain de se diriger vers l'aéroport du Bourget pour y atterrir, mais l'avion finit par s'écraser.
Mais une question se pose, s'agissait-il vraiment d'une série d'événements tragiques? Et si plutôt le Concorde avait été mal conçu dès le départ? En 1981, donc 20 ans avant le crash, le National Transportation Safety Board, agence américaine d'enquête sur les accidents de transport civil, a adressé une lettre au bureau d'enquête et d'analyse concernant un problème récurrent d'explosion de pneus sur le Concorde. Au cours de la période de 20 mois, allant de juillet 1979 à février 1981, il est arrivé à 4 reprises qu'un Concorde d'Air France soit impliqué dans un incident potentiellement catastrophique résultant de l'éclatement de pneus au décollage. Le caractère répétitif de ces incidents et en particulier la réaction de l'équipage lors des incidents les plus récents préoccupe sérieusement le National Transportation Safety Board. Les conséquences d'une telle action, défaillance hydraulique, incendie, explosion, train d'atterrissage bloqué en mode rétracté, etc., sont évidentes et peuvent être catastrophiques. Cet accident a marqué un véritable point de non-retour pour le Concorde. Finalement, le 24 octobre 2003, après 27 ans de service, il effectue son dernier vol, marquant la fin d'une époque. L'avion mythique, qui avait transporté plus de 2,5 millions de passagers au cours de sa carrière, quittait définitivement le ciel. Le Concorde, bien qu'ayant connu des échecs commerciaux et des tragédies marquantes, restera à jamais un symbole d'innovation et d'ambition dans l'histoire de l'aviation. Il a ouvert la voie à des recherches qui ont permis d'améliorer l'aérodynamisme, les matériaux et les technologies du vol supersonique. Peut-être qu'un jour, les rêves d'un vol commercial à la vitesse du son se réaliseront de nouveau, cette fois-ci plus viable et accessible à tous. Né à Toulouse-Blagnac, le Concorde repose désormais au musée de l'air et de l'espace au Bourget, loin des cieux et à jamais cloué au sol.